Jeudi 29 octobre 2020, ils sont 13h dans tous nos studios. Même heure à Golouvé dans le Zion 3, que ce soit à travers le canal 47 ou le www.espoir47.com ou encore l'application Espoir 47 Télévision partout dans le monde. Vous êtes en direct et à l'heure du journal. Intéresser les filles à la politique, c'est l'objectif du collectif des associations en lutte contre l'impunité au Togo qui a organisé à l'intention d'une quinzaine de lycéennes un camp de 5 jours dans la préfecture de Dagny. Amen Laurent Kofi Kouma nous fera le point. La rentrée scolaire au Togo est prévue pour le 2 novembre prochain. À l'approche de cette date, c'est l'effervescence chez les parents d'élèves qui ont pris d'assaut les points de vente de fournitures scolaires. Les responsables de ces points qui sont d'ailleurs satisfaits de l'affluence constatée à leur niveau. Et pour finir, nous irons en France où les autorités ont pris la décision de reconfiner la population à partir de ce vendredi à minuit pour contenir la propagation du coronavirus. C'était le titre de cette édition de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Motiver les femmes à s'engager en politique et ainsi occuper les postes de responsabilité, c'est la préoccupation du collectif des associations en lutte contre l'impunité au Togo Kassit. Pour cela, il a organisé une formation sur la thématique à l'intention d'une quinzaine de jeunes filles venues de 3 lycées de la préfecture de Dagny au cours d'un camp de 5 jours à Dagny Idobega. Retrouvons à Dagny Amen Laurent Kofi Kouma. Nos filles, nos sœurs, à réussir en politique, avoir un bel avenir en politique. Je crois que c'est une très belle occasion que notre préfecture de Dagny aussi soit impliquée dans cette organisation. Nous profitons d'abord pour remercier Kassit d'avoir porté le choix sur Dagny. Le constat est clair qu'au Togo, les femmes ne participent en grand nombre aux affaires politiques. Et pour inciter les femmes à rompre avec ce comportement, le collectif des associations contre l'impunité au Togo Kassit en abrégé a initié un projet dénommé Appui à une participation politique des femmes dans les régions des plateaux et des savanes avec un but précis. Susciter des ambitions dans ces jeunes filles pour qu'elles participent au développement de leur communauté, mais surtout pour qu'elles fassent partie de cette génération de jeunes filles leaders qui vont être initiatrices de transformation et de changement dans leur communauté et participer en tant que personnes de prise de décision à la vie politique et publique de ces communautés-là. Ce projet ne couvre que 2 régions au Togo, à savoir Plateau et Savane, et plus précisément 2 communes dans chacune des régions ciblées. Ceci suite à des études faites d'avance par le Kassit. Nous avons fait des études, nous sommes rendus compte que les communes que nous avons choisies sont celles dont le taux de femmes qui sont dans les conseils municipaux sont les plus faibles. C'est pour ça que nous les avons ciblées spécifiquement pour bénéficier de cette formation-là. Dans la préfecture de Dagny, les participantes venues des 3 lycées qu'hébergent les 2 communes de Dagny promettent à leur retour relayer les informations à travers la sensibilisation de leurs pairs. À la fin, on peut apprendre aux jeunes filles comment préparer l'avenir, comment nous porter pour devenir quelque chose à le futur. Je vais essayer de sensibiliser mes camarades, mes petites soeurs, ceux de ma famille. Je pense relayer l'information autour de mes camarades filles, en les montrant comment sensibiliser les autres aussi. Ces jeunes filles lycéennes seront désormais les ambassadrices du collectif des associations contre l'impunité au Togo Kassit dans les lycées de Dagny Apeyémé, Dagny Elabagnon et Dagny Koudragan et par-delà dans toute la préfecture de Dagny afin de changer les donnes dans la participation des femmes aux affaires politiques dans la préfecture de Dagny qui ne compte qu'une seule femme parmi les 22 élus locaux des dernières élections locales à Dagny. Sujet signé Amen Laurent Kofi Kouma, notre correspondant dans la région des Plateaux. Ils sont nombreux, ces parents d'élèves, tuteurs et même élèves qui arrivent dans les points de vente des fournitures scolaires en vue de la rentrée fixée au 2 novembre prochain. L'affluence dans ces lieux de vente s'explique par le souci bien évidemment d'assurer une bonne rentrée académique 2020-2021.
Le 2 novembre prochain, c'est la rentrée scolaire au Togo. Plus cette date approche, plus les boutiques et les points de vente d'articles scolaires connaissent de l'affluence. Qu'ils soient parents, tuteurs ou élèves, les clients s'approvisionnent en vue de permettre une bonne entame de la nouvelle année académique. Malgré la pandémie liée au coronavirus, les fournitures scolaires n'ont pas connu la hausse de prix. Avant d'achat des fournitures, au début de la rentrée, bien avant la rentrée, les marchés ne sont pas en tant que tels. En plus, il n'y a pas beaucoup de fouilles. Mais à quelques semaines de la rentrée, il y a plein de monde. Il y a des gens qui viennent par là, par ici, et puis bon, on n'est pas aussi nombreux que ça, mais on fait le mieux qu'on peut. Parler des articles, il y en a, mais c'est les clients, parce qu'à ce moment-ci, il n'y a pas d'argent en tant que tel, donc il y a plein de trucs qu'ils viennent demander et que nous n'avons pas assez, il y a les prix, ça ne les arrange pas, mais on fait de notre mieux pour les satisfaire. Justement, c'est la veille, parce que c'est les dernières semaines, c'est-à-dire c'est le dernier attaque, donc il n'y a rien à faire. Les parents se mobilisent. Déjà, les élèves même ont commencé par être un peu soucieux parce qu'il y a quelque chose qui les attend. Bien sûr, je pense que l'État nous a beaucoup aidé parce que nous, on ne s'attendait pas à ce prix, mais c'est arrivé, donc on remercie vraiment l'État. Pour certains parents d'élèves, ils n'ont pas attendu la veille de la rentrée pour penser aux achats des articles scolaires. Habituellement, dès juillet, je commence par préparer la rentrée. Donc c'est mon troisième passage ici pour compléter ce qui manque. Sinon, je suis déjà prêt pour la rentrée. Ce dont j'ai besoin, j'ai trouvé pour mes enfants. L'affluence des lieux de vente de matériel scolaire un peu partout annonce clairement les couleurs de la nouvelle année académique qui démarre lundi prochain dans un contexte sanitaire. Et les élèves se doivent de s'approprier les mesures barrières édictées par le gouvernement pour éviter la maladie de la COVID-19. Pour la mise en marche de sa feuille de route, le ministre du Désenclavement et des Pistes Rurales a rencontré les représentants des collectivités territoriales de la région de la Kara. Une rencontre tenue en début de semaine. Retrouvons Karaï vaguement pour le contenu de cette rencontre. Suite au séminaire gouvernemental initié sous l'autorité du président de la République, son Excellence Faure Esozina Gnassingbé, est tenu du 12 au 14 octobre dernier, dont les travaux ont abouti à la signature des engagements pris par chaque ministre en ce qui concerne l'atteinte des objectifs de sa feuille de route dans le cadre de la mise en œuvre des ambitions du projet de société du chef de l'État pour le mandat présidentiel 2020-2025. Le ministre en charge du désenclavement et des pistes rurales, en la personne de M. Bouraïman Kamfatine Tchédé Issa, a organisé une rencontre d'échange au niveau régional avec les représentants des collectivités territoriales. Celui de la région de Kara s'est tenu ce lundi. Celui qui doit gérer ce département nous semble être une personnalité très apte, très compétente. La preuve, c'est qu'elle a fait le déplacement vers nous pour qu'on puisse échanger, pour qu'on puisse savoir comment les choses doivent se passer. Il nous a demandé d'identifier et de prioriser les routes qu'on souhaite qu'on nous fasse pour qu'on puisse désenclaver nos milieux respectifs. Les échanges ont porté essentiellement sur l'opération d'identification et d'inventaire des tronçons du réseau des pistes rurales de chaque commune et permettront d'étudier et de définir le programme prioritaire du développement du réseau des pistes rurales afin d'améliorer la mobilité des personnes et des biens et faciliter l'intégration sociale et économique des zones rurales. Depuis 2000, nous avons inventorié le réseau des pistes rurales à environ 7000 km. Aujourd'hui, ce n'est plus 7000 km, c'est plus de 10 000 voire 12 000 km que nous ne maîtrisons pas en dehors des 7000 km. Donc il était de bon ton de nous rapprocher de la base pour leur laisser la parole, pour leur laisser l'opportunité d'abord de faire l'inventaire eux-mêmes du réseau routier des pistes rurales de leur territoire, en commençant par les communes. Parce que nous savons très bien que si nous connaissons le réseau d'une commune, c'est que nous connaissons le réseau
du territoire national. Le ministre en charge du désenclavement et des pistes rurales a aussi échangé avec les petites et moyennes entreprises de la région. Il leur a demandé de mettre plus de sérieux dans l'aboutissement des travaux pour de meilleurs résultats. Restons avec le ministre du désenclavement et des pistes rurales qui s'est ensuite rendu dans la préfecture de Dankwen pour constater l'avancement des travaux de la piste Guérin-Kouka-Kenensao-Nabou-Diallo. Après avoir rencontré les représentants des collectivités locales et des petites et moyennes entreprises, le ministre en charge du désenclavement et des pistes rurales a fait une descente inopinée dans la préfecture de Dankwen pour la visite de chantier du tronçon Guérin-Kouka-Kenensao-Nabou-Diallo long de 29,9 km. Cette visite est organisée dans le cadre du programme d'appui aux pistes rurales. Ce programme est financé par la KfW et l'AFD à hauteur de 23 milliards de francs CFA. Tout ce que nous avons pu constater de négatif, c'est qu'au démarrage des travaux, l'entreprise n'a jamais mobilisé l'ensemble du matériel nécessaire pour exécuter les travaux. Donc l'entreprise n'avait mobilisé qu'un seul gradaire et une pelle mécanique. Et c'est avec difficulté que la mission de contrôle l'a obligé à mobiliser le compacteur qui faisait partie de son cahier des charges. Aujourd'hui, nous sommes venus ce que nous avons constaté sur le chantier. Nous avons constaté une pelle mécanique qui est en train de faire le nettoyage autour d'une rivière. Et ensuite, nous voilà, vous avez le gradaire, vous avez le compacteur. Et ça, les trois engins, malheureusement, il manque une citerne à eau. Nous allons vraiment travailler sérieusement, nous entretenir avec non seulement la mission de contrôle, mais également et surtout avec l'entreprise. Nous allons, le groupement d'entreprises, nous allons le sensibiliser, mais si ça perdure comme ça, nous allons prendre les dispositions qui s'imposent. Le montant des travaux sur ce tronçon est d'environ 264 millions de francs CFA et le délai d'exécution est de 12 mois. Sujet signé Yves Aguemon, notre correspondant dans la région de la Caraïbe. Et continuons notre périple dans la région en nous rendant cette fois-ci dans la région des Savanes. Le mois d'octobre est dédié à la consommation locale. C'est une initiative du gouvernement togolais pour promouvoir les produits locaux dans la préfecture de Tone. Ce mois a permis de faire plusieurs découvertes. Bakoul Yendabré pour plus d'explications. Mois d'octobre 2020, mois du consommé local au Togo, organisé par le ministère du Commerce, de l'Industrie, du Développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale sous le haut patronage du président de la République, Faure Sozina Nyasimbe. Cette initiative vise à valoriser et à intensifier la promotion de la consommation des biens et services locaux. Le mois du consommé local que nous célébrons tout le long du mois d'octobre a pour objectif essentiel d'encourager et d'intensifier la consommation des produits made in Togo, de valoriser la promotion des biens et des services de nos concitoyens et amener les responsables à prioriser les produits locaux dans nos différentes cérémonies. Ensuite, nous pouvons également dire que nous visons à améliorer les revenus de nos producteurs et transformateurs. Placé sous le thème « Promotion de la consommation locale, défis et perspectives » dans la mise en œuvre du Plan national de développement PND, elle a permis dans la préfecture de Tone de découvrir plusieurs services et produits locaux. Le centre Caftis aux affaires sociales de Tapon œuvre dans l'artisanat, la formation et le tissage depuis 7 ans. Et bien évidemment, nous produisons beaucoup de choses. Nous produisons les chaussures, nous produisons les canapés, nous produisons les boubous traditionnels, les robes traditionnelles, nous produisons des écharpes, des pagnes, nous produisons du macramé. Tout ça là, lorsqu'on n'a pas de consommateur local,
Vous comprenez que notre production ne peut pas aller de l'avant. Il peut arriver à un moment donné, même on va dire que non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce que ce n'est pas bon, mais parce que tout simplement, il n'y a pas de consommation locale. Moi, je trouve ça vraiment très fantastique, très encourageant. Donc, je pense que c'est une occasion exceptionnelle, non seulement pour les Togolais, mais pour nous les producteurs en particulier, de saisir cette opportunité-là et afin d'augmenter au maximum nos productions. Parce que une chose, c'est d'encourager la consommation, mais une aussi, c'est d'encourager la production locale. Lorsqu'il n'y a pas de production locale, il doit y avoir sûrement difficulté de consommation locale. Si au Togo, par exemple, on pouvait dire, voilà, on prend les tisserands du Togo, ils vont produire le kaki pour les élèves du Togo, ils vont produire les treillis pour l'armée togolaise, ils vont produire par exemple les tissus pour concevoir les habillements des prisonniers. Vous voyez ce que ça va donner. Les tisserands auront leur affaire, les couturiers auront leur affaire, et c'est le Togo qui gagne parce que les couturiers vont payer la taxe, les tisserands paieront de la taxe. À l'ouest, à 3,5 km du centre-ville, précisément à Kersom, nous découvrons l'épicerie BJ, spécialisée dans la transformation de l'oignon depuis 3 ans. L'oignon en poudre. Donc, on commence par l'achat de la matière première au niveau des producteurs locaux ici à Dapong. Voici ce que nous appelons la poudre d'oignon, 100% naturelle, l'irajout. Voilà. Bien, comme vous pouvez le voir, à part la poudre d'oignon, nous avons aussi la poudre de gingembre, la poudre d'ail, la poudre des clous de girofle, et nous proposons aussi des mélanges d'épices. Parce qu'il y a certaines personnes qui préfèrent des mélanges déjà toutes faites. Donc nous avons les 8 épices que nos clients adorent, qui sont utilisées pour assaisonner la viande. Nous avons les 5 épices utilisées pour assaisonner la sauce tomate. Pour cette édition, le comité local a mené plusieurs activités, entre autres des publi-reportages, des visites des centres de tissage et de transformation agroalimentaire et des séances de sensibilisation. Il a encouragé le port de tenue traditionnelle chaque vendredi et enfin invité les hôtels, auberges et restaurants à proposer l'art culinaire togolais à leur clientèle. La situation se décante en Guinée après la présidentielle. Le président réélu Alpha Condé a fait son apparition à l'occasion d'une visite aux policiers blessés donc après la proclamation des résultats, alors que son challenger, l'opposant Seloun Diallo, qui a vu le blocus de son domicile levé, recevait ses partisans. Il continue de réclamer sa victoire. Il est enfin sorti. Alpha Condé, le président guinéen, est réapparu pour la première fois depuis le jour du vote. Sous bonne escorte, il est allé faire le tour de 2 hôpitaux de Conakry, un établissement militaire qui soigne policiers et soldats blessés, et l'hôpital Donka qui soigne des civils. Les derniers jours ont été particulièrement violents en Guinée. Après la proclamation de la victoire du président sortant, de nombreux heurts ont eu lieu. Les troubles ont fait 21 morts selon le gouvernement, 27 selon l'opposition. Mais un semblant de calme semble s'imposer et Alpha Condé se pose en rassembleur. Pour moi, il était très important de connaître la situation de ces malades de la pouvoir, exactement. Et je félicite, je remercie nos médecins pour les soins qu'ils ont pratiqués sur toutes ces victimes, de toute façon indifférente, que ce soit militaire ou civil. C'est extrêmement important pour nous. Parce que tous les Guinéens sont égaux devant la santé comme devant la loi. Une autre personnalité a pu prendre l'air aussi. Cellou Dalein Diallo, le chef de l'opposition et candidat à la présidentielle. Il était bloqué à son domicile par les forces de l'ordre, mais ce mercredi, elles se sont retirées. Il a pu recevoir ses partisans. Le chef de l'UFDG, crédité de 33,5% des voix, revendique toujours la victoire. Il affirme que les résultats officiels sont frauduleux et il compte maintenant saisir la Cour constitutionnelle. Je ne veux pas que les gens considèrent que cet allègement, si on peut l'appeler ainsi, doit occulter l'objectif que nous avons, c'est lui de défendre jusqu'à la victoire qu'on a acquise dans les urnes, et de refuser par tous les moyens
justement le hold-up électoral que M. Alpha Condé est en train de préparer. C'est tout le dispositif sécuritaire qui semble avoir été allégé mercredi dans la capitale guinéenne. L'armée en particulier est moins visible. Résultat peut-être de la visite des médiateurs de la CEDEAO et de l'Union africaine mardi. Ils avaient réclamé en particulier la fin du blocus du domicile de Cellou Dalein Diallo. L'Europe en pleine deuxième vague de la pandémie du coronavirus et pour y faire face, plusieurs pays prennent des mesures de plus en plus restrictives. Et c'est le cas de la France qui reconfine à partir de ce vendredi à minuit sa population. 5 mois après, la France se confine à nouveau. J'ai décidé qu'il fallait retrouver, à partir de vendredi, le confinement qui a stoppé le virus. Un nouveau confinement, d'accord. Mais sous quelle modalité? Soumis à une attestation, les déplacements seront extrêmement limités et les frontières partiellement fermées. Nos frontières intérieures à l'espace européen demeureront ouvertes. Et sauf exception, les frontières extérieures resteront fermées. Ce deuxième confinement de l'année durera jusqu'au 1er décembre au moins. D'ici là, les modalités d'application pourraient être progressivement adaptées. Tous les 15 jours, nous ferons le point sur l'évolution de l'épidémie. Nous déciderons, le cas échéant, de mesures complémentaires. Et nous évaluerons alors si nous pouvons alléger certaines contraintes. Nous verrons si nous pouvons cultiver l'espoir de célébrer en famille ce moment si précieux de Noël et des fêtes de fin d'année. Ces nouvelles mesures strictes entreront en vigueur dans la nuit de jeudi à vendredi. Tout le territoire est concerné. Et pour la situation au Togo, il faut retenir que 9 cas positifs ont été enregistrés hier, ce qui ramène ce nombre à 2238 cas au total. 8 guéris, ce qui ramène ce chiffre donc à 1620 au total. 564 cas sont actifs, ceux qui font donc maladie. Et malheureusement, 54 décès. La dernière mise à jour, c'était hier à 20h30. La maladie, elle est réelle. Respectons les mesures barrières. Les bonnes choses ont une fin, les mauvaises en ont également une. Alors, soyez résilients au cours de la vie.